Quand je joue de la batterie, du saxophone ou même de la guitare, il se passe un truc incroyable. Bon, déjà, je rends fou mes vieux et le voisinage, mais bon, c'est hors sujet. Non, le plus incroyable, c'est que pour que tu puisses entendre ce que je joue, bah, il faut que je comprime périodiquement les molécules d'air pour que ça crée des ondes, pour qu'elles soient captées par ton tympan et qu'elles soient interprétées comme un son par ton cerveau. Et ça, c'est complètement dingue. Bon, pour être plus précis, et d'après Wikipédia, un son ou une onde sonore, c'est la vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. On comprend mieux tout de suite. En gros, ce que ça veut dire, c'est que un fluide, donc l'air, l'eau, le pétrole, un liquide ou gaz quelconque, voit ces molécules faire des va-et-vient à un rythme très régulier et très précis. Cette vibration, elle se transmet de molécule à molécule jusqu'à ce que ce soit trop loin pour vibrer. On dit donc d'un son qu'il s'atténue. Jusque-là, logique. Mais ce phénomène, il s'arrête une fois qu'il n'y a plus de milieu pour vibrer. Enfin, je veux dire que si je joue des triples fortés avec toutes les cymbales en même temps dans l'espace, jamais on m'entendra. Et si je te disais que si, tu me répondrais quoi? Bah, je te répondrais que non. Bon, mes chères crevettes, un peu de sérieux, parlons de science. Cette vibration des molécules à rythme régulier, on l'appelle plus communément onde. Et bah dans l'espace, il se passe la même chose. Pourtant, il n'y a pas de gaz ou de molécules particuliers dans l'espace, vu que c'est vide. Donc qu'est-ce qui vibre? Et bah pour répondre à cette question, il faut remonter 300 ans en arrière. Isaac Newton, le physicien majestueux qui a tout découvert, publie un papier en 1687 qui propose des explications assez convaincantes sur la gravitation. Il dit que la gravitation, c'est une force qui s'exerce entre deux corps massifs dans l'espace. C'est une action instantanée qui fait que les deux objets y s'attirent. 200 ans plus tard, t'as Einstein qui débarque et qui met un gros tacle glissé à 700 km/h sur le papier de Newton en disant que la gravitation, c'est pas une force, c'est une déformation. Une déformation de l'espace-temps. Et donc je vais faire un petit point sur ce qu'est l'espace-temps parce que je pense que la moitié de mon audience a vomi partout. L'espace-temps, c'est un truc qu'a théorisé Einstein, forcément, qui nous explique que l'espace et le temps sont intimement liés. Si tu modifies l'espace, tu modifies le temps, et inversement. On représente souvent l'espace-temps comme une sorte de grille à 3 dimensions, avec des horloges à chaque point. Donc, d'après Einstein, la gravitation est due à la déformation de cette grille, ce qui entraîne par là même une déformation de l'espace et du temps. Maintenant, on a défini quelque chose d'important. On a dit que l'espace-temps, qui se trouve partout dans l'univers, est une sorte de grille, donc un milieu, qui de surcroît se déforme, qui peut donc accueillir des ondes. Enfin, vous voyez où je veux en venir. J'en viens donc à la réponse finale. Il y a bien des ondes qui se propagent dans l'espace. Et donc, le papy excentrique et génial qu'est Einstein a baptisé sa théorie gravitationnelle. Ce titre est en effet très évocateur parce qu'il pense que certains objets très massifs, qui orbitent, qui se déplacent, qui explosent, déforment l'espace à rythme régulier, et donc qui pourraient créer des pics de déplacement de certains points de la grille qu'on avait parlé tout à l'heure, et donc par là même, créer des ondes. Des exemples concrets. Deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre, ou un pulsar qui tourne foutrement vite, ou une supernova, des trucs comme ça quoi. Enfin des trucs comme ça. Les ondes gravitationnelles sont formées à partir, en général, des phénomènes les plus puissants de l'univers. Bon, vous vous doutez bien que si j'en parle ici avec de tels exemples, c'est qu'on en a découvert. C'était en 2016, un jeudi, au centre d'observation de LIGO. T'as David Reitz, qui est un peu le big boss de LIGO là-bas. Il était tranquillou devant ses moniteurs, quand soudain, un signal apparaît. Là, t'as toute l'équipe qui commence à se dire « Ok, ouais, ça peut être intéressant. Patience, on attend Virgo. » Donc t'as Virgo, c'est le même centre mais européen, il confirme, c'était bien une onde gravitationnelle. Donc là, toute l'équipe pète un câble, c'est champagne, victoire. Et donc en conférence de presse, David Reitz a dit, je cite, « Je ne pouvais pas y croire, c'était un cadeau de la nature. » Pour vous dire à quel point ils n'arrivaient pas à trouver avant 2016. Donc bah du coup, c'était deux trous noirs qui orbitaient l'un autour de l'autre, pour finir par fusionner. Et donc les deux faisaient à peu de choses près de 30 masses solaires, ce qui est très peu pour un trou noir, mais ça a réussi à déformer l'espace. Et donc c'est cette déformation qui a réveillé LIGO. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais ouais, je vais t'expliquer comment il les détecte, ce sera plus simple. Bah finalement non, je vais pas te les expliquer, je vais te mettre plutôt une vidéo qui est super géniale, que j'ai trouvée sur internet. Je mettrai les crédits dans la description. C'est parti. Pour obtenir une sensibilité aussi extrême, les détecteurs LIGO et Virgo utilisent la technique de l'interférométrie. Un laser est divisé en deux par un miroir spécial. Le faisceau va voyager le long des deux bras avant d'être réfléchi et recombiné.
les ondes lumineuses, dites en opposition de phase, s'annulent. Au passage d'une onde gravitationnelle, les longueurs des bras varient, ce qui change l'interférence du laser. Le signal est alors détectable. Ok, j'ai encore 2 trucs à te dire avant de finir. La première, c'est que l'intensité de l'onde gravitationnelle détectée là, en 2016, c'est de l'ordre du milliardième de la taille d'un atome. Et donc évidemment, je peux pas représenter ça sur Blender, c'est pourquoi j'ai mis la vidéo, parce que Blender est limité au micromètre, et puis surtout parce que j'ai la flemme. Ok, j'ai plus beaucoup de batterie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Franchement, ça me fait plaisir, je me sens écouté. Je vais faire rapidement parce que je viens de le dire, il n'y a plus beaucoup de batterie. Plusieurs choses à vous dire. J'ai regardé quelques commentaires qu'on m'avait fait sur les réseaux. J'en ai pas eu sur YouTube, mais c'est pas grave. Sur le fait que c'était vraiment compliqué la première vidéo. Et donc, j'ai voulu simplifier le truc. Je vous ai tutoyé, j'ai pris des termes simples, etc. Donc, je ferai comme ça à l'avenir. Parce que c'est pas plaisant pour ceux qui comprennent pas et c'est trop complexe pour ceux qui aiment pas. Deuxième chose, niveau commentaire, ouais, faites-moi-en. C'est important, faut que je sache quoi changer, parce que émission spéciale pour me dire que tout va bien, c'est nul, ça sert à rien. Référence, Roman Fressinet. Et troisième chose, la vidéo suivante sera une cover. Je vous ferai une story sur Instagram pour savoir quelle cover vous voulez, parce que mes musiques on s'en fout clairement. Et donc la vidéo après la cover, ce sera un projet que j'attends de faire depuis très longtemps, qui me prendra beaucoup de temps, qui sortira tard, parce que mes études d'animation 3D commencent. Et voilà, un indice, voiture. Pour ceux qui sont sur Instagram et mes meilleurs amis, ils sont au courant de la vidéo, ils savent ce que je vais faire. Voilà. Bisous.